Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année puisqu'il va être question du bilan littéraire de 2016. Je vais tout d'abord très rapidement revenir sur cette année littéraire avant de vous proposer mes 5 meilleures lectures de l'année. Et le moins que l'on puisse dire est que l'année fut très fructueuse en termes de lecture puisque j'ai lu 320 livres dans l'année. C'est énorme, c'est plus d'un jour sur deux de lecture. Et si mes calculs sont exacts, il y a 299 livres lus en anglais et 21 livres lus en français. Ce qui est très très bien pour l'anglais et très mauvais pour le français parce que vous savez, ou peut-être pas, mais l'année dernière j'avais on va dire, de bonnes résolutions littéraires, notamment celle de lire plus de français ou plus en langue française du moins. Donc autant dire que cette année, je n'ai pas réussi à tenir cette résolution. Je m'y engage pour 2017. Et en ce qui concerne la distinction femmes-hommes, j'ai lu 306 livres de femmes et 14 livres d'hommes. Donc c'est à peu près un bilan assez normal, j'ai envie de dire. Je lis beaucoup plus de femmes depuis, on va dire depuis la fac. J'ai lu beaucoup d'hommes lorsque j'étais plus jeune, donc maintenant je ne sais pas, c'est comme si je rattrapais quelque chose. Donc j'ai lu beaucoup de livres en anglais et beaucoup de livres écrits par des femmes. Pour l'année prochaine, je souhaite lire probablement moins, peut-être de meilleure qualité et plus en français. Il faut absolument que je lise plus en français parce que je sens que ça se traduit en fait dans mon quotidien, dans ma manière de m'exprimer ou d'écrire. J'écris beaucoup plus, on va dire, à l'anglo-saxonne, ou je m'exprime plus à l'anglo-saxonne. J'ai l'impression de perdre tout mon vocabulaire en français et je sais que lire m'aide beaucoup sur ce point. Ceci étant dit, je souhaite à présent vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2016. Et je vais probablement commencer par le dernier de cette liste, en termes chronologiques, Chanson douce de Leila Slimani. C'est probablement l'un des livres les plus populaires de la rentrée 2016 et ça se comprend. Pour résumer, il s'agit d'un drame familial avec pour protagoniste un couple ayant 2 enfants. La femme décide de se remettre à chercher et à trouver du travail dans le droit, ce qui va occasionner la recherche d'une nounou pour s'occuper des enfants pendant que les parents sont au travail. Et c'est tout autour de ce petit groupe qu'un drame va se produire. De toute évidence, on sait dès le début ce qui s'est produit, c'est dans les premières pages, mais je vous laisse la découverte. Je vais être parfaitement honnête, c'est un roman que je ne m'attendais absolument pas à aimer. Tout d'abord parce que je l'ai lu le 25 décembre, je n'avais absolument pas envie d'un drame, mais je savais que j'avais envie de le lire avant la fin de l'année 2016, donc je me suis lancée, malgré la période où concrètement j'avais surtout envie de lecture très douce, contrairement à ce que le titre de ce roman peut laisser entendre. Il ne s'agit absolument pas d'une histoire douce. Ensuite, c'est un roman contemporain qui se passe à Paris. J'aime beaucoup Paris en tant que touriste, mais j'aime pas du tout le quotidien parisien à lire. Du moins, c'est quelque chose qui me gêne, qui m'angoisse beaucoup. Généralement, lorsque je lis, c'est parce que j'ai envie de changer de vie, j'ai pas envie de me replonger dans une atmosphère très, très stressante du quotidien. Et ensuite, il s'agit d'un drame familial, ce dont je ne suis pas friande. Et pourtant, la magie a complètement opéré. Je l'ai lu en une soirée. C'est tout d'abord extrêmement bien écrit, c'est fluide, c'est dynamique. Et c'est une très bonne chose qu'un tel livre soit pris Goncourt parce que ça montre vraiment qu'il n'y a pas besoin d'assommer les gens. Et qu'on peut faire quelque chose de très bien tout en restant très, très court et pourtant très, très percutant dans la manière d'écrire. Parce que c'est cette façon de créer une atmosphère qui est intéressante ici. L'histoire est toute simple, n'importe qui peut imaginer ça, mais la manière dont c'est présenté est formidable. En tant que lecteur, nous voyons les choses arriver, mais de très, très loin. On distingue clairement toutes les petites choses que les protagonistes, eux, ne voient pas vraiment parce qu'ils sont pris dans leur quotidien, leurs problèmes, leurs soucis ou même leurs joies. On est préparé à tout ça et on voit tout. Et l'angoisse commence à monter en fait parce qu'on perçoit ce qui va arriver. On sent que les protagonistes ne sont pas à l'aise non plus, mais ils n'ont pas ce même recul que l'auteur nous permet d'avoir, nous lecteurs. C'est ça qui est très très effrayant. On voit ce qui va se passer et on ne peut absolument rien faire, mais on continue, on enchaîne les pages et c'est vraiment une très très grosse claque qu'on prend. Dans un registre totalement différent, j'ai dévoré le recueil de nouvelles de science-fiction La Tour de Babylone de Ted Chiang et plus particulièrement la nouvelle L'Histoire de ta vie qui a été adaptée au cinéma et c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de mentionner cette nouvelle en particulier parce qu'il y a une adaptation cinéma qui pour le coup est extrêmement bien réussie et va vraiment avec la nouvelle. Je pense qu'il faut voir et lire les deux. Le film étant Premier Contact, vous en avez probablement entendu parler. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'en ai parlé parce que ce fut vraiment une des grosses claques
de l'année en termes de film. Je ne savais absolument pas ce dont il était question. J'ai découvert la nouvelle après avoir vu le film. J'y suis allée complètement au hasard et ce fut une révélation. J'ai adoré, je le recommande à tout le monde. C'est intelligent, c'est beau, c'est humain, on se pose plein de questions. Pour revenir à l'histoire, bien entendu, on va dire que grosso modo, honnêtement, vous pouvez y aller sans avoir de résumé. Je vais en faire un tout léger, mais sachez que ça va bien au-delà de ce résumé. On va dire que de manière générale et très globale, des extraterrestres arrivent sur Terre, voilà, un peu partout, disséminés à travers le monde, et on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, puisqu'ils ne sont pas a priori là dans un but d'attaque, ou du moins ils ne le font pas, mais on n'arrive pas vraiment à communiquer avec eux. Donc il va être fait appel à des linguistes, et notamment notre héroïne, qui est une linguiste renommée, qui va être envoyée donc pour tenter de communiquer avec les extraterrestres, les comprendre, le tout en étant accompagné bien évidemment d'une équipe de techniciens et de scientifiques. Je trouve généralement que les adaptations cinématographiques sont moins bonnes que les écrits, et pour le coup je trouve que voir le film en premier est une excellente manière d'aborder la nouvelle, qui est très courte, hein, certes c'est une nouvelle, mais qui est aussi pleine de points précis qu'il n'y a pas dans le film. Elle complète réellement le film et elle permet de mieux le comprendre. On explique notamment beaucoup mieux la fin. Mais j'arrête de vous parler de l'histoire, je ne souhaite absolument pas vous spoiler. Toujours est-il que, en ce qui concerne la nouvelle, c'est extrêmement novateur. Je n'avais jamais lu ça en science-fiction, ou du moins dans la façon dont c'est abordé. C'est extrêmement intelligent. C'est de la très très bonne SF. C'est vraiment ce qu'on a envie de lire en tant que lecteur de science-fiction. Des écrits qui ne nous prennent pas pour des idiots, qui nous font réfléchir, qui vont au-delà du simple un extraterrestre qui attaque la Terre. Ça va au-delà de tout ça et c'est agréable. Ça fait du bien. C'est très bien écrit, c'est presque poétique. Je vous le recommande. Vraiment. Attention, c'est un petit peu plus complexe que le film. Il y a beaucoup de références scientifiques, notamment. Donc c'est pas non plus un travail de recherche, hein, bien évidemment scientifique ou de physique, de chimie, mais ça demande quand même voilà, de bien se poser et de ne pas être complètement crevé quand on lit ça. Éventuellement de prendre des notes. Hein. Personnellement j'ai pris plein de notes, je suis allée vérifier si c'était vrai ou si c'était voilà, l'auteur qui avait inventé tout ça. Et on remarque d'ailleurs quand on fait des recherches qu'énormément de blogs scientifiques ou même de sites officiels se sont intéressés aux questions posées dans cette nouvelle pour voir si c'était vrai ou pas. C'est vraiment très intéressant, ça donne envie de réfléchir et je vous le recommande vraiment sincèrement. Pour la troisième lecture, retour à de la littérature contemporaine avec l'un de mes auteurs favoris du genre, il s'agit d'Amos Oz et ici de son Judas. L'histoire se passe à Jérusalem en 1959 avec notre protagoniste, Shmuel, qui est un étudiant que sa copine vient de larguer, dont les parents n'ont plus les moyens de l'aider à financer ses études, qui décide donc d'arrêter ses recherches de mémoire qui étaient centrées sur Jésus dans le judaïsme, je le précise parce que c'est important pour l'histoire, et qui va donc partir à la recherche d'un emploi puisqu'il n'a plus les moyens d'être étudiant. Il va trouver un emploi auprès d'un homme de 70 ans qui va consister à discuter 5 heures par jour avec lui, parce que c'est un homme qui a besoin d'être toujours stimulé intellectuellement, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de parler et de dialoguer, hein, pas forcément monologuer. Shmuel va être un excellent interlocuteur pour lui, et on va se retrouver plongé dans cette histoire entre ces deux hommes. Le vieil homme vit également avec une jeune femme qui est sa belle-fille, c'est-à-dire la veuve de son fils. Et sans trop en dire, nous allons être confrontés à 3 grandes histoires ici. Donc le présent, l'histoire de Shmuel et de ses rencontres, des rencontres qu'il fait et du passé de chacun. En deuxième lecture, comme le titre le laisse supposer, il va être question de l'histoire, on va dire, de Judas, hein, qui a trahi Jésus, ce qui a mené à sa crucifixion. Hein. Et il y a également dans un troisième temps une interrogation sur Jérusalem, sur Israël notamment, et l'ensemble va être très lié. Toutes ces questions de pardon, de loyauté, de trahison. On va se poser ces questions dans chacune de ces situations et on va voir qu'elles sont quand même assez regroupées. Ce personnage de Judas qui est considéré par tout le monde comme un traître est peut-être en réalité, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a mené à la création du christianisme et qui a été en vérité plus un instrument qu'un traître. Peut-être qu'il a fait plus preuve de loyauté que de traîtrise.
Et ça va se retrouver dans le présent, dans les questions politiques actuelles. C'est un merveilleux livre qui se lit extrêmement vite. Il y a de tout petits chapitres, ce qui permet de couper assez facilement sa lecture, voilà, lorsqu'on est occupé par la vie, par le quotidien. L'écriture est magnifique, presque poétique, on se laisse porter par ces histoires et c'est en même temps très très intelligent. Ça nous donne envie de réfléchir sur énormément de choses sans forcément en avoir l'air et surtout ça nous pousse à réfléchir à notre propre quotidien, que ce soit en France ou partout dans le monde, parce qu'on voit qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture à chaque chose et que toutes les questions peuvent se poser dans toutes les situations. Ensuite, de retour avec la science-fiction, avec le grand livre de Connie Willis, qui fut un coup de cœur mémorable. J'ai adoré cette histoire. Les passionnés d'histoire adoreront également. Les passionnés de SF aussi, mais attention, c'est de la SF auquel nous ne sommes pas habitués. L'histoire se passe dans un futur relativement proche où nous avons notamment réussi à créer des machines à remonter le temps pour les historiens, afin de leur permettre d'aller voir sur place les faits historiques, afin de pouvoir mieux revenir, mieux comprendre notre histoire, mieux décrire, mieux faire des cours et tout. Donc de base, l'idée est absolument passionnante. Je pense que les gens qui, comme moi, adorent l'histoire, adoreraient avoir ce genre de machine, sachant que le but n'est absolument pas d'aller changer le passé, simplement de l'observer. Donc il y a tout un système d'études, de cours à ingurgiter avant de partir pour connaître l'époque où l'on va. Notre héroïne, Kivrit, est une jeune historienne qui va être envoyée au Moyen-Âge en Angleterre, notamment dans la région d'Oxford, où elle va donc étudier cette période, sauf que l'envoi ne se passe pas aussi bien que ce qui était prévu. Et je ne vais pas en dire plus parce que je vous laisse la surprise, parce que c'est monumental, c'est intelligent, c'est passionnant, ça donne vraiment envie d'être historien. On a envie de se renseigner surtout sur le passé, on a envie de voir ce qui est vrai, est-ce que ce lieu existe, est-ce que ce lieu existait. Donc on prend plein de notes et on vérifie par nous-mêmes. En fait, on nous fait faire un vrai travail d'historien, sans forcément qu'on s'en rende compte. Et c'est absolument passionnant et je remercie l'auteur d'avoir rédigé, d'avoir écrit ce livre. C'est un livre que j'aurais adoré écrire et je suis ravie que quelqu'un l'ait fait pour moi. Ce n'est pas forcément un livre qui est très très connu en France et pourtant il a vraiment un succès phénoménal dans les pays anglo-saxons, donc je vous le recommande fortement. Ce que j'ai envie quand je lis, c'est que l'auteur me donne envie de poursuivre ma lecture, envie d'en savoir plus et envie d'entrer dans l'histoire. Le grand livre m'a fait ressentir tout ceci et j'espère que ce sera également votre cas. Et finalement, pour conclure ces meilleures lectures 2006, j'ai envie de vous présenter un essai qui s'intitule Nous sommes tous des féministes, ou en anglais We should all be feminists, de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est très très connu pour son roman Americana, qui a eu un très très gros succès cette année. Mais c'est cet essai sur lequel je me suis plus penchée. Cet essai est la transcription d'un discours qu'elle a tenu donc sur le féminisme. Je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Je pense que c'est même un livre qu'il faudrait lire à l'école. Il est bien plus utile que certains romans et plombants par excellence qu'on nous force à lire au collège par exemple. Alors que là c'est petit, c'est très bien écrit, c'est très précis et le message est fondamental. Elle pose ici l'idée que tout le monde doit s'intéresser à la question du féminisme, tout le monde doit mettre la main à la pâte, tout le monde doit le préparer et cela doit se faire notamment par le biais de l'éducation. C'est un discours très intéressant, très intelligent aussi, où elle montre vraiment tout l'aspect humain de la question. Il n'est pas du tout question de porter le blâme sur telle personne ou telle personne. Elle dit ici qu'il faut se bouger et elle a un message très très apaisant, très pacifiste, très tolérant, mais en même temps un discours d'alerte parce qu'elle veut parler de ce que les femmes connaissent, parce qu'elle veut parler de ce qu'elle a connu. C'est important d'en parler, c'est important de l'écrire, c'est important de lire dessus et je vous encourage vraiment à le faire, vous ne le regretterez pas. Et c'est ainsi que je termine cette vidéo en vous proposant ce bilan littéraire de l'année. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me dire quelles ont été vos meilleures lectures de l'année. J'espère vraiment vous lire à ce sujet, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous me recommandez pour l'année prochaine, j'en prendrai vraiment note. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir, bergers, forgerons, jardiniers hobbits dont le but est de sauver le monde quitte à se sacrifier soi-même et bienvenue, voleurs, tueurs et mercenaires.